Bienvenue à Chafre Ibrahim. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ambassadeur d'Égypte au Maroc, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et cette première invitation aussi qui coïncide avec le premier grand format diplomatique de l'Info en face. Donc on est content d'inaugurer ce premier grand format diplomatique avec vous. Je vous remercie pour l'invitation. Je suis heureux d'être là avec vous. À Chafre Ibrahim, relation bilatérale Maroc-Égypte. Un qualificatif. Bon, je peux qualifier les relations bilatérales Égypte-Maroc qui sont à un niveau qui est très bien. Sont des relations historiques. On a eu toujours cet échange entre les deux peuples. Les deux peuples sont liés par des relations, on peut dire familiales même, parce que il y avait beaucoup de mouvements entre les deux pays, beaucoup de Marocains qui se sont migratoires. Ouais. Beaucoup de Marocains qui se sont installés en Égypte. Ce que je dis toujours, c'est qu'il y a une grande partie des Égyptiens qui ont des origines marocaines. Mais c'est aussi un qualificatif. Les relations sont cordiales, sont fructueuses, sont chaleureuses, sont... Tout ça. Les relations sont cordiales, ils sont chaleureuses. Ce que je peux dire et ce que je répète tout le temps, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a un peu de... Parfois, il y a des tensions, mais ce que je dis, c'est normal. Il y a eu des tensions, c'est normal. D'ailleurs, tout récemment, en 2014, en 2013, 2014, oui, sûrement. Mais ce que je dis, les relations entre pays, il y a toujours des frictions, des tensions. Mais ce qui soutient ces relations et qui fait passer ces frictions ou ces tensions, c'est les relations qui relient les deux peuples, les intérêts communs entre les deux pays. Et intérêt quoi? Intérêt culturel, intérêt politique, intérêt économique? Sur tous les domaines. Ouais. Économique, culturel, bien sûr, mais aussi économique, politique et tout. Ouais, dans votre première sortie, vous avez fait une petite sortie médiatique au mois de février ou mars dernier. Vous avez dit voilà, il y a des liens culturels extrêmement forts entre l'Égypte et le Maroc. Et lorsqu'il y a eu cette dernière tension en 2013-2014, le chef de la diplomatie égyptien a dit de toute façon, nul ne peut diviser le Maroc et l'Égypte. Donc bien sûr que non, parce qu'il a raison, notre ministre des Affaires étrangères. Samer Choukri. Oui, ce que je dis et ce que je répète toujours, c'est que vraiment ce qui lie les deux peuples, les Égyptiens et les Marocains, c'est les relations historiques. On a comment je peux dire, on est très proches l'un de l'autre. La façon de penser, la façon de vivre, il y a le soufisme qui lie les deux pays, beaucoup de choses, des relations familiales. On se sent vraiment très proche. Alors, même s'il y a des tensions qui viennent d'un temps à autre à cause de quelqu'un qui dit un mot ici et un mot là, mais ça passe. C'est un nuage d'été. La dernière tension, c'était plus qu'un mot, c'était suite à une délégation du mouvement séparatiste Front Polisario qui avait été reçue à Sharm el-Sheikh et effectivement, nous, ici, à Rabat, on n'avait pas trop apprécié. Non, mais c'était bon, parce que le problème, toujours, il y a des malentendus, surtout sur le problème du Sahara marocain. Vous savez, le Sahara est un membre de l'Union africaine. Et là, l'Égypte n'a jamais reconnu et ne reconnaîtra jamais le Sahara. D'ailleurs, le Front Polisario. Le Front Polisario. Séparatiste. Mais on a des obligations aussi au sein de l'Union africaine. L'histoire de Sharm el-Sheikh, bien sûr, moi j'avais suivi ça du Caire, j'étais au Caire. Et il y avait une réunion de l'Union africaine. Et c'est comme ça que c'est passé. Ce que je peux dire, c'était une faute protocolaire aussi. De la part du Parlement égyptien. Parlement égyptien. Ouais. Et là, je crois, le ministre il est venu, il a expliqué, les choses sont passées. Notre position sur cette question est très claire. Elle a toujours été. Elle est invariable. Bien sûr. Le ministre des Affaires étrangères, M. Bouavita, a été au Caire la semaine dernière. Il a discuté avec le ministre. Le ministre Choukri a répété notre position qui ne changera jamais. Alors, je crois que les choses sur ce point sont très claires. Aucun point de tension entre le Caire et Rabat sur la question de l'intégrité territoriale et la question du Sahara? Pas du tout, pas du tout. Je crois que la position est très claire. Monsieur Samer Choukri était là en 2013
2014. Oui, il avait été reçu par le souverain. Exactement. Il a expliqué sa position, notre position très clairement. Alors là, c'est. Il a rappelé la position initiale de l'Égypte sur cette oui, question. Bien sûr. Et le plan d'autonomie aussi qui a été présenté par le Maroc. On soutient bien sûr le plan d'autonomie proposé par le roi Mohammed VI. Et on voit que c'est une base très solide pour arriver à une solution durable pour la question du Sahara. Vous suivez également les pourparlers qu'il y a entre le Maroc, entre l'Algérie, entre le mouvement séparatiste et la Mauritanie, parce que sous l'égide des Nations Unies. Oui. On suit d'une façon très proche, parce que c'est une question qu'on voit qu'il faut trouver une solution, parce que ça entrave aussi le développement de la région. Quand il y a des tensions dans la région, elle met tous les pays de la région mal à l'aise. Alors, vraiment, on soutient ces pourparlers. On voit bien que c'est les Nations Unies qui sont concernées par régler cette question. On a trouvé une solution à l'amiable. Exactement. Et l'Égypte aussi, qui au Conseil de sécurité, en tant que pays non membre, a le droit de vote. Et non, on n'est plus membre, mais on était membre. Je crois que notre position, elle était très claire. On a soutenu le Maroc sur ses positions. Vous avez soutenu le Maroc, d'ailleurs, en préparant l'émission, y compris lorsqu'il y a eu des tensions avec Ban Ki-moon. Exactement. En avril 2016, l'Égypte, pays non membre du Conseil de sécurité, mais qui avait le droit de vote, qui s'était exprimé, avait voté pour le... Bien sûr. Notre position sur cette question est très claire. Variable. Donc, à ce niveau-là, tout va bien. Très bien. Coopération politique, bilatérale, ça se passe bien aussi? Bien sûr, parce que nous, on a un moyen de... comment dire, dialogue stratégique. On a le dialogue, le dialogue stratégique. On discute de tous ces problèmes, de tous les problèmes, je veux dire, régionaux, les problèmes qui nous concernent tous les deux. Et toujours, on a la même vision des choses sur toutes les questions, sur la Libye, sur le... On en parle tout à l'heure, mais c'est la coopération sécuritaire, c'est le premier niveau de coopération hautement politique entre Rabat et Le Caire. C'est d'abord sécuritaire. Bien sûr, puisque si on parle du terrorisme tous les deux, on fait face, pas seulement l'Égypte et le Maroc, mais tous les pays de la région, tout le Moyen-Orient, on fait face à une vague terroriste qui est montée depuis 2012-2013 et qui monte toujours avec Daesh qui tout d'un coup est sorti et qui a vraiment présenté un danger pour tous les pays. Sûrement, il y a une coopération dans très resserrée entre le Rabat et le Caire. Oui, bien sûr, entre Rabat et le Caire. Au niveau du renseignement, au niveau de la... Oui, parce que aussi le Maroc, ils ont un très grand rôle à jouer dans cette question. Surtout que, tout d'abord, le Maroc est très proche de l'Europe aussi. Il y a tous les Marocains à l'étranger, tous les Européens d'origine marocaine, il y a des liens. Et là, l'échange sur ce niveau est très important. Il y a aussi le Sahel. Oui. Qu'on appelle parfois qu'on qualifie de Sahelistan aussi. Exactement, quand on parle du Niger, de tout ça. Il y a les terroristes qui existent dans cette région. Il y a un peu tous les terroristes, les narcotrafiquants, trafic d'armes, tout. Parce que là où il y a une problématique qui a été soulevée d'ailleurs tout dernièrement, une fois de plus par le Maroc, qui regrettait et déplorait la non-implication de l'Algérie sur ces questions-là. Est-ce que du côté du Caire, vous déplorez aussi le fait que peut-être il n'y a pas forcément de partenariat resserré je crois qu'il y a du Maghreb. Je crois qu'il y a toujours des coopérations entre tous les pays. En fait, entre les pays, parce que je crois, c'est pas que je crois, l'Algérie a passé par une phase dans les années 90, terrible dans les années 90, et je crois qu'ils font toujours face au terrorisme. La coopération, je crois qu'il y a une coopération. Je crois qu'il y a une coopération entre tous les pays de la région.
Ça peut être un peu plus serré, un peu plus étroite, ça dépend des relations aussi entre les deux pays, de leur c'est surtout l'Europe qui met la pression à la fois sur tous les pays du Maghreb, donc pour nous demander en fait aussi de travailler de manière beaucoup plus resserrée sur ces questions-là. Et le cas, vous êtes attentif à ces questions-là, voilà, terrorisme par l'Afrique du Nord et... Non, c'est le terrorisme, mais on a aussi la Libye. Oui, on va parler d'ailleurs aussi. Parce que je sais, avec la situation en Libye aujourd'hui, ça peut devenir un foyer pour les terroristes. Et c'est ça, je crois, surtout l'Égypte et l'Algérie sont les deux pays voisins. Et la coopération dans ce domaine est très importante. Entre le Caire et Alger, à l'égard de la Libye. Bien sûr, parce que ça nous touche tous les deux aussi. On revient sur la relation bilatérale Maroc-Égypte au niveau des échanges commerciaux, la coopération économique. Alors là, j'ai envie de vous dire, Excellence, que je trouve que vous me dites que la relation bilatérale d'un point de vue politique est chaleureuse, courtoise, mais quand on regarde de près les chiffres d'un point de vue économique, il y a peu d'échanges commerciaux entre les deux pays. Il y avait le niveau d'échange commercial dans les années, juste avant 2011, était monté jusqu'à presque 1 milliard. Mais avec la révolution de 2011 en Égypte, la situation politique en Égypte jusqu'en 2014-2015 a aidé à faire baisser cet échange. Qui a été divisé par deux, hein, presque, oui, plus même. Ouais. Mais depuis 2015, on remarque une montée en flèche des échanges économiques. Jusque-là, quand on parle des 9 premiers mois de 2018, on est arrivé presque à 600 millions de dollars. Ce qui n'est pas mal. Oui. Personnellement, je crois on a plus de, comment dire, je veux dire, la capacité est beaucoup plus. Mais ça, je trouve que ça reste quand même relativement faible pour deux pays qui ont des relations historiques, millénaires, c'est très faible. Et pourquoi c'est très faible? Même si c'est reparti, vous dites depuis 2014-2015, quand on est sur des niveaux de 600 millions de dollars. Oui, je crois qu'on doit, nos hommes d'affaires des deux côtés, ils parlent de 3 milliards dans quelques années, peut-être dans 2-3 années. Bon, je sais que c'est très ambitieux, mais il faut faire l'effort aussi des deux côtés. Je crois qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on exporte et on importe presque les mêmes choses. Parce qu'on fabrique grosso modo un peu les mêmes choses aussi. Oui. Mais toujours, il y a un moyen de trouver les différences. Ça, c'est la première chose. Où on peut importer, où on peut exporter. Qu'est-ce qu'on peut exporter ici et là? Ça, c'est le premier problème. Mais le deuxième problème, c'est que toujours, il y a les entraves techniques entre les deux pays. Mais il y a un accord de libre-échange, il y a plusieurs accords de libre-échange. Il y a Agadir essentiellement, mais il y a aussi la zone de libre-échange pan-arabe. Alors, et il y a la zone d'échange africaine aussi aujourd'hui. Alors, il y a bien sûr beaucoup de moyens, mais toujours, vous savez... Est-ce que c'est l'éloignement géographique? Si on essaie de prendre des facteurs pour essayer de comprendre en fait pourquoi les échanges économiques commerciaux entre les deux pays ne sont pas plus dynamiques et plus denses. Ça n'a rien à voir avec la géographie. Non, je ne crois pas que c'est la géographie. Bien sûr que non. Non, c'est juste que les producteurs dans les deux pays, toujours, ils ont peur. Alors, ils essayent de freiner un petit peu. Quand je produis un produit et j'ai peur de la compétition des importations, surtout quand elle vient d'un pays qui est très proche sur le niveau économique et sur le niveau de la qualité. Un petit peu mieux ou bien très proche, j'ai peur de la compétition. Et c'est ça qui vraiment peut-être freine un petit peu les échanges. Mais je crois personnellement, que le libre-échange peut aider les deux pays à améliorer même la qualité. Oui. La qualité des produits, la diversité des produits. Est-ce que c'est parce qu'aussi on est sur le même marché un petit peu, parce que vous, le premier principal marché, c'est l'Europe. Bien sûr. Et nous, pour les exportations, c'est l'Europe aussi. Est-ce que ça, c'est aussi un frein au développement des relations économiques entre les deux pays? Il n'y a pas de compétition entre les deux pays en Europe. Parce que je crois que ce qu'on exporte vers l'Europe, c'est différent.
Les deux pays exportent des différentes choses. Nous, bon, on Il y a exporte pas de essentiellement problème. des agrumes. Chacun a ses marchés traditionnels. L'Égypte travaille plus avec l'Italie, l'Allemagne. Le Maroc, il travaille plus avec l'Espagne, la France. Alors, je ne crois pas vraiment. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des complémentarités à trouver Bien sûr, il y en a beaucoup, pas seulement en Europe, partout. Ouais. Hein. Dans les marchés arabes, il faut être complémentaire. Mais plus sur le marché africain aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de complémentarité. Est-ce que c'est en réflexion, ça? Est-ce qu'il y a des bien sûr. choses qui se passent? Il y a eu des échanges sur ce point entre les deux ministres il y a 2 ans, entre les responsables égyptiens, marocains, tout le temps on en parle de ça. Mais aussi la complémentarité sur le marché européen. Parce que on peut pas produire le même produit, mais on peut prendre les composants d'Égypte pour produire un produit final exporté vers l'Europe au Maroc, et le contraire. Alors non, tout ça c'est en discussion, on étudie tout ça. En tout cas, sur ce volume de 600 millions de dollars qui est amené à augmenter sur les prochaines années, Excellence, il y a le fait que de toute façon, il est beaucoup plus à l'avantage de vous, c'est-à-dire l'Égypte, pour l'instant. On a un solde, qui est commercial qui est négatif avec l'Égypte. Donc on exporte quelques voitures, fait beaucoup de voitures chez vous, mais puis vous exportez beaucoup plus de produits chimiques, de produits alimentaires, du plastique d'ailleurs aussi. Donc, mais donc le solde négatif, il est pour nous. Le solde négatif, oui, c'est vrai. La balance elle est déséquilibrée, plus vers l'Égypte, mais très facile de faire l'équilibre. Parce que le Maroc a beaucoup de potentiel, beaucoup de produits à exporter. Mais vraiment, il faut trouver les marchés. Il faut discuter avec les hommes d'affaires égyptiens. Et en fait, c'est ça que moi, depuis mon arrivée, j'essaye de faire. Vous êtes en poste au Maroc depuis un peu plus d'1 an. Ça fait 1 an, un peu plus qu'1 an. Plusieurs hommes d'affaires égyptiens qui sont venus ici, des Marocains qui sont partis en Égypte pour chercher les domaines de coopération et le potentiel. Pas seulement sur le niveau d'échange, parce que bon, les échanges commerciaux, c'est très bien, mais il faut aussi vraiment lier les deux pays. Alors, il y a les investissements ici. Il y a du potentiel pour les investisseurs égyptiens au Maroc, et le contraire. Beaucoup de potentiel pour les investisseurs marocains en Égypte. Donc vous allez focaliser en fait essentiellement sur comment booster l'investissement. Exactement. C'est votre priorité. C'est la priorité. C'est la priorité, parce que il faut avoir des projets communs entre hommes d'affaires égyptiens et marocains en Égypte, et le contraire au Maroc aussi. Et comme ça, on est vraiment liés. Et ça booste. Et après, il y a tout qui part, quoi. Bien sûr, tout qui bien sûr. Donc, moi, vraiment, j'espère qu'avant mon départ du Maroc, vous venez d'arriver. Oui, je sais, mais toujours, on a cette vision pour l'avenir. J'espère qu'on arrivera à 3 milliards. À 3 milliards? J'espère bien. En dollars? On va travailler, oui. Donc, on est sur de 30 milliards de dirhams chez nous? Et 30 milliards de dirhams. Et chez vous, au niveau de la livre égyptienne? Livre égyptienne, les 3 milliards, ça fait 60 milliards de livres égyptiens. D'accord. Le double. On va dire l'horizon 2020, 2021, 2022 2021, 2022, j'espère. 2021, 2022. J'espère bien. 3 milliards de dollars. J'espère bien. De volume d'échanges commerciaux entre les deux pays. En tout cas, c'est votre objectif. Ouais. On va aller sur l'objectif que s'est fixé Abdel Fattah Sisi, le président égyptien, qui lui a fait le pari, 1, de rétablir la sécurité, c'est ça, lors de son premier mandat présidentiel, et 2, dans son deuxième mandat, dans sa réélection, c'est plutôt la dimension économique, avec le redressement économique de l'Égypte. Alors, Excellence, moi j'ai passé beaucoup de temps à suivre de très très près les principaux indicateurs macro et micro égyptiens, pour essayer de bien comprendre et de bien saisir les enjeux de ce redressement économique impulsé par le président Sisi en Égypte. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que si je vous dis que c'est le FMI avec ses 12 milliards de dollars, la Banque mondiale avec ses 3 milliards de dollars, et l'endettement qui a permis à l'Égypte, à votre pays, de retrouver un petit peu une dynamique de croissance économique. Est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je me suis trompé? Oui. Bon,
Et disons, je dois dire que le président Sisi, à son arrivée, il avait deux objectifs. Le premier, c'est d'établir la sécurité en Égypte, faire face à la vague terroriste qui frappait l'Égypte, et en même temps... vague terroriste islamiste? Oui, oui, bien sûr. Ouais, et la sécurité intérieure aussi, parce que après 2011, il y avait un petit peu, la police n'était pas si forte à cause de la révolution, de la vague révolutionnaire aussi. De la révolution, de la contre-révolution aussi. Parce exactement, et qui a duré 3 ans. Et là, il fallait vraiment, parce que pour créer un climat propice à l'investissement, à attirer l'investissement, à la production aussi, parce que beaucoup de producteurs avaient peur, ils ont fermé, c'est tout. Alors c'était le premier objectif, mais qui était lié aussi à l'économie, hein, pour pousser l'économie, en tout cas pour relancer la machine. Pour relancer la machine, il fallait la sécurité. Donc c'est pour ça que le premier mandat présidentiel... C'était les deux. C'était les deux. Ouais, mais c'était d'abord le sécurité, le politique, et rétablir un petit peu la dimension. Ouais. Il fallait établir la sécurité et aussi pousser l'économie, de trouver le bon chemin, redresser l'économie. C'est-à-dire le bon modèle. De redresser l'économie égyptienne, de la faire lancer tout d'abord et la redresser. Parce que bon, la situation n'était plus durable en Égypte avec toutes les subventions que le gouvernement égyptien payait pour soutenir la population, c'était plus soutenable. C'est-à-dire de financer en partie la consommation énergétique des Égyptiens, la consommation alimentaire, la consommation exactement. aussi. Ouais. En plus, comment dire ça change la dynamique du marché. Parce que la subvention, par exemple, du pétrole, ça poussait les gens à consommer plus. Alors, il fallait aussi... Et c'est cet argent, on pouvait utiliser pour d'autres... pas de subventions, mais pour maintenir pour financer l'éducation, la santé, pour soutenir les pauvres, les vrais pauvres. Qui réduire le déficit budgétaire aussi, je crois qu'il y avait aussi cette dimension-là qui était essentielle. Et on a essayé, l'objectif c'était de changer de la subvention du pétrole et quelques produits énergétiques et alimentaires à la subvention liquide, de payer de main à main, vous avez mis en place une carte puce d'ailleurs pour pouvoir... de payer et de donner de l'argent. De donner de l'argent directement, de main à main. Exactement. Et dans ce cas-là, l'Égyptien simple, il a les moyens de choisir qu'est-ce qu'il veut exactement. Parce que je ne peux pas l'obliger de consommer du sucre si on n'en a pas besoin. Oui, parce que le prix du sucre a triplé en quelques années. Oui, mais c'était normal parce qu'avec la dévaluation aussi. Oui, parce qu'il y a eu la dévaluation. Parce qu'en même temps, il y a eu ce glissement de la monnaie égyptienne qui a perdu à peu près entre 40% de sa valeur par rapport au dollar. Moi, je vois, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui voient que c'était une faute où il fallait prendre la dévaluation, il fallait qu'elle soit faite graduellement et contrôlée. Ouais. Personnellement, je crois que c'était la bonne décision, même si elle a eu des répercussions néfastes sur la population. Mais sur l'inflation, bien sûr. Le prix du carburant, par exemple, il avait explosé, 30-40% de hausse. Les prix ont doublé presque. On a eu un taux d'inflation qui est passé de 11% à 35%. J'ai eu. Mais ça a duré 1 an. Les choses... parce que là, avec la dévaluation, le marché a commencé à fonctionner de la bonne façon. Économiquement. Parce que moi, je suis économiste, alors je pense de cette façon, bien sûr. Et on a mis l'économie sur le bon chemin. Parce qu'en fait, ce qu'on faisait, c'est que nous, les Égyptiens, quand on maintenait la livre à 6, le dollar à 6 livres ou 7 livres, en fait, on subventionnait les exportateurs européens, américains et les autres. Et vous supportiez certainement l'inflation aussi de ces pays-là. Et ça touchait toute l'économie parce que les gens ont arrêté la production, c'était moins cher d'importer. C'est ce qui se passe un peu chez nous d'ailleurs. Exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes effectivement à ce niveau-là et on y reviendra. Mais est-ce que ce n'était pas un pari fou
de la part du président Sisi, à la fois parce que c'était une décision politique chez vous, d'évaluer la monnaie, la livre égyptienne, et en même temps de retirer les subventions qui étaient allouées par l'État aux populations, à la fois sur le carburant et à la fois sur les produits alimentaires et énergétiques. Est-ce que ce n'était pas quelque part un pari fou mais en même temps, un pari réussi, parce que quand on voit les niveaux de croissance qu'a retrouvé l'économie égyptienne, on peut se dire aussi le président Sisi était dans le vrai. Mais non, il y avait un risque aussi. C'était pas un pari fou. Non, je ne crois pas que c'était un pari fou, mais c'était une vision plutôt. Parce que, en fait, économiquement, c'est très clair. Vous ne pouvez pas maintenir votre monnaie s'il y a des pressions là-dessus. Parce que si vous maintenez la valeur de votre monnaie et il y a le marché noir, vous avez une économie informelle qui est importante. Bien sûr. Vous maintenez, mais vous n'avez pas de rentrée de devises. Alors vous perdez sur tous les niveaux. C'était pas un pari fou, non, c'était une vision. Je crois qu'en Égypte, on avait cette vision depuis longtemps. C'est pas nouveau. Hein. Mais là, y compris du temps du président Moubarak. On a déjà fait cette dévaluation. On a eu la même situation en 2002-2003, et le prix du dollar a doublé en 2003. Mais ça a redressé l'économie égyptienne, et entre 2003 et jusqu'en 2011. L'économie avait un taux de... Vous étiez sur les trains de 4%. Non, on était à 7%. En 2011, on était à 7% avant la Révolution. Alors, on était sur la bonne voie. Alors là, on avait l'expérience, mais là, c'était plus difficile parce qu'il y avait la Révolution, il y avait de 2011, les gens étaient un peu demandaient beaucoup plus que le gouvernement et le pays pouvaient donner. Et il fallait prendre une décision. En fait, cette décision, elle était très difficile à prendre, mais le gouvernement égyptien et le président, ils ont décidé de prendre cette décision, qui était économiquement une bonne décision. Concernant les subventions, comme j'ai déjà expliqué il y a quelques minutes, surtout le pétrole. Il fallait bien sûr très gros consommateur d'hydrocarbures, vous. Bien sûr. Un des plus gros si consommateurs d'ailleurs. Si vous vendez le litre d'essence à 30 cents et en fait il vous coûte $1, vous payez 70 cents pour chaque litre. Bien sûr, la consommation de pétrole, elle va... Il n'y a pas vraiment quelque chose qui maintient les gens, parce qu'ils ne payent rien. Alors que si j'ai réduit la consommation, qu'il y a une augmentation des prix, ben du coup, quand l'Égyptien va mettre son carburant à la pompe, il va réfléchir à deux fois avant bien sûr, et il va mieux maîtriser ses déplacements, ses ce qui s'est passé avec le carburant, ce qui s'est passé avec l'électricité, bien sûr. Parce que les gens sont plus consciencieux ensuite. Ouais. Sur la consommation. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent à éteindre la lumière avant de partir. Avant, ils le laissaient parce qu'ils ne payaient rien. Alors, et s'ils n'ont pas l'obligation de se déplacer avec leur voiture, ils se déplacent en voiture. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas prendre la voiture pour aller, par exemple, à Alexandrie et revenir la même journée juste pour changer l'air. Hein. D'accord. Donc vous avez réhabitué aussi les Égyptiens d'avoir un nouveau rapport avec à la fois la consommation de carburant et à la fois la consommation énergétique. Bien sûr. Et parce qu'au début, les Égyptiens n'étaient pas contents. Il y a eu des manifestations, des gens qui ont respecté, c'est quoi cette inflation, tout est devenu cher, les prix sont devenus inaccessibles. Mais en fait, est-ce qu'aujourd'hui, Chafi Ibrahim, ça s'est tassé? Non, je crois, il n'y a pas eu de manifestation en fait. Bien sûr, les gens ont commencé, les Égyptiens de toute façon, ils n'étaient pas contents, bien sûr. Quand vous payez plus, vous n'êtes pas content, c'est normal. Mais en fait, les gens avaient conscience que c'était des mesures qu'aujourd'hui, à l'époque, je veux dire, on était obligé à prendre. Les Égyptiens savaient que les prix allaient augmenter, qu'ils allaient souffrir, mais beaucoup d'Égyptiens, même des Égyptiens simples, je ne parle pas des gens qui sont économistes ou qui comprennent, je parle du citoyen normal, qui ont dit, bon, aujourd'hui, c'est comme un médicament amer qu'on doit prendre. Sinon, on ne pourrait pas... Pour l'intérêt du pays. Pour aider le pays, pour aider les Égyptiens eux-mêmes, pour s'aider eux-mêmes, pour leurs fils, pour leurs petits-fils. Ça veut dire que là, il y a vraiment le sentiment une prise de conscience patriotique extrêmement fort, qui est reconnu d'ailleurs chez les Égyptiens. Ce n'est pas un patriotisme de façade, et ce n'est pas du vernis.
qui a permis ce passage, en fait, à mieux gérer à la fois la fluctuation de la monnaie, la poussée inflationniste et le dédoublement des prix du riz, du sucre, des denrées alimentaires. Le prix de la viande a explosé aussi en Égypte. Tout. Les prix, presque, si on parle de 30% d'inflation à un certain moment, après, bien sûr, ça s'est stabilisé à 14-15%. On est sur 13-14 aujourd'hui. Oui, on était à 11, on est remonté à 17 à cause de l'augmentation des prix du carburant, mais ça a baissé en décembre vers les 14%. Je crois qu'on va se stabiliser vers 10%. Mais les gens savent qu'aujourd'hui, si on paye plus, mais demain, on aura des conditions beaucoup mieux qu'aujourd'hui, parce que ça relance l'économie, ça relance la production, ça relance comment dire, le travail. Ça fait baisser le chômage. Et le chômage, il est à 13 aujourd'hui? Non, on est aujourd'hui à 11%. 11%. Vous étiez à 13, vous êtes descendu à 11? On était à 13, mais ça a descendu à 11%, parce qu'avec la relance de l'économie, il y avait des créations de... Oui, j'ai vu que sur 4-5 ans, il y a eu 100 000 postes qui ont été créés. Il y a tous les ans. Tous les ans. Oui, depuis 5 ans. Un peu plus même, un peu plus. L'économie égyptienne aujourd'hui crée combien d'emplois par an? Je n'ai pas le nombre exact, mais je crois... Non, on parlait l'année dernière de presque 400 000. 400 000 emplois? 400 000, oui. Créés l'année dernière. Créés l'année dernière, exactement, sur une année. Ouais. Avec la relance de l'économie, avec les projets, parce que aussi le gouvernement a pris sur sa charge beaucoup de projets, parce que pour relancer, il faut... Parce que c'est l'investissement public qui tire la croissance économique. Exactement. Parce que vous attendez que l'investissement privé se l'investissement privé est faible, il faut compenser avec l'investissement public. Ça veut dire l'investissement public, ce qui tire la croissance, le modèle égyptien, c'est l'investissement public? Aujourd'hui, oui, ces années-là. Oui. Depuis 2014, 2015, 2016, 2017, c'est l'investissement public qui a vraiment pousser l'économie, mais ça a aidé aussi à attirer l'investissement étranger, privé et étranger. Oui, parce que vous combinez les deux, vous appelez ça les flux financiers venant de l'étranger. Exactement. Donc, je suis tombé moi sur un chiffre de entre 110 et 120 milliards de dollars sur les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années, je crois qu'on parle l'année dernière de presque 12-13 milliards sur une année. Oui. Bien sûr, beaucoup dans le domaine de gaz, en dollars, dans le domaine de gaz et de pétrole. Oui. Mais bon, c'est des investissements qui entrent en Égypte. Oui, parce que vous êtes en train de chercher un petit peu s'il y a un peu de pétrole sous le sol égyptien. Exactement. Vous avez trouvé du gaz il n'y a pas longtemps en Méditerranée? Oui, plusieurs. Non, mais sachant que vous êtes un pays producteur de pétrole. Hein. Un pays producteur de pétrole, mais qui importe beaucoup plus qu'il produit. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on était exportateur de gaz jusqu'en 2011-2012. Ah, voilà, mais après 2011, ça a chuté. Aujourd'hui, on va devenir un pays exportateur de gaz. En tout cas, c'est l'objectif. Depuis octobre 2018. Autosuffisance et... C'est ce que je dis, le président Sissi a dit qu'à partir de 2020, l'Égypte serait vraiment un des principaux pays exportateurs de gaz naturel. Et surtout... Non, mais ça aide aussi économiquement parce qu'on importait beaucoup. Et la facture d'importation de gaz était très lourde. La facture énergétique, chez vous, c'était à peu près combien? On était à 5-6 milliards. On est à 7, non? Importation de gaz. Qu'en gaz? Importation de gaz. Aujourd'hui, on est arrivé à l'autosuffisance avec Zohr. Oui. La découverte le champ gazier que vous avez qui a commencé à produire en octobre. Et on va devenir exportateur. Alors, la balance a changé. Rééquilibre, parce que vous êtes toujours... Vous avez le même souci que nous, d'ailleurs, le déficit jumeau. À la fois un solde budgétaire négatif, qui est structurel, déficit public, et à la fois les déficits commerciaux aussi, qui est structurel. En Égypte ou bien... En Égypte et chez nous. Oui, en Égypte, oui. Parce que nous, les déficits jumeaux, je veux dire, c'est à la fois le Maroc et l'Égypte, c'est la même situation. C'est ces déficits jumeaux structurels qui plombent aussi, en tout cas qui empêchent le développement économique et une croissance soutenue. Mais moi, ma question, c'est sur se dire, voilà, la vision un peu énergétique, un peu de l'Égypte, parce que vous avez trouvé du gaz, autosuffisance. Le président Sissi dit à partir de 2020, on va effectivement devenir un véritable exportateur de gaz 2019, naturel. En fait. 2019, donc c'est plutôt que prévu. En même temps, vous avez une vision aussi
un peu comme nous, sur les énergies renouvelables. Je crois qu'il y a l'objectif aussi que la part de la production d'énergie, 20%, de solaire, voilà, 20% à l'horizon 2025, là, sur les prochaines années. Et c'est, voilà, est-ce que là, il y a croisement possible entre les deux pays, ces choses-là? Parce que nous, le gaz, il vient d'Algérie, Espagne, voilà, vous connaissez le canal. Ouais. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire? Et en même temps aussi, le projet, vision du Maroc, vous savez, avec le Nigeria. Voilà, ce gazoduc, ce mastodonte. Est-ce que là, il n'y a pas... Moi, je trouve, comme je vous ai dit au début, beaucoup de similitudes entre les deux pays. Même sur le niveau économique, sur la façon les composantes de l'économie. Parce que vous avez une grosse facture aussi pour les produits les produits gaz, de carburant, nous, de toute façon, ça nous coûte 7,5 milliards de dollars par an. 75 milliards de dirhams chez nous. La différence peut-être que nous, on était producteurs, exportateurs de pétrole. On est devenu producteur, exportateur de gaz. Aujourd'hui, on le redevient sur le niveau du gaz. Le Maroc, jusqu'à aujourd'hui, je crois que il n'y a pas eu vraiment de découverte de gaz, même s'il y a eu en tout cas, il y a beaucoup de recherches dans ce sens. De recherche, tout ça. Mais vous êtes dans la même situation. Je sais qu'il ne faut pas compter beaucoup sur les fouilles, les recherches, parce que peut-être qu'on ne trouvera pas, peut-être qu'on... Puis ça coûte cher aussi, les fouilles. C'est pas gratuit. Tout ce qui est exploration, ça coûte cher. Il faut toujours trouver le moyen de compenser. Alors, le Maroc, bien sûr, il reçoit le gaz de l'Algérie qui passe en Espagne, toute cette histoire. Mais je crois aussi que aller vers le Nigeria, c'est un bon moyen. Parce que... je me dis, Égypte, Union africaine, présidence d'ailleurs en 2019, Maroc, retour au niveau de la famille africaine et l'Union africaine. Je me dis, voilà, il y a ce projet aussi, je pense, commun de développer l'Afrique, on en abordera. Donc je me dis peut-être qu'autour du gaz et du gaz naturel, l'axe peut-être Rabat, Le Caire et... aller jusqu'au Nigeria, ça peut être, il peut y avoir quelque chose d'intéressant, peut-être à réfléchir, à mûrir en termes de réflexion. Bien sûr, bien sûr. Autre question sur la fiscalité, parce que c'est important, c'est le levier aussi. Il y a la monnaie, vous décision politique, boum, faire chuter la monnaie pour renforcer la productivité et l'attractivité en matière d'investissement. Mais vous avez une fiscalité qui est beaucoup plus avantageuse que la nôtre. Un IS qui est moins élevé que le nôtre, vous êtes autour de 22%, c'est ça? 22%, oui. Voilà. Nous, on a un IS qui est à 31, voire 32, et puis un IR aussi, l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire la fiscalité sur le travail, qui est moins élevée que chez nous. Nous, on est à 38, vous êtes autour de 20. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que ça a permis aussi ça a été un levier aussi pour relancer, accompagner la dynamique économique? Parce qu'en fait, la fiscalité, ça a on parle de deux niveaux. Tout d'abord, le déficit budgétaire. La fiscalité, ça fait partie, si elle n'est pas très bien gérée, le déficit augmente. Il faut combler ce déficit. L'un des moyens, c'est le levier fiscal et améliorer l'assiette fiscale. Et en fait, dans tous les pays en développement, il y a un problème dans cette histoire de fiscalité parce que l'État n'arrive pas vraiment à collecter l'impôt. À collecter les impôts. Et j'avais dire que l'Égypte et le Maroc, dans ce sens, c'est la même chose. Tous les pays de la région. Pas de la région, tous les pays en développement ont le même problème. D'accord. Et je crois même dans l'agenda 2030, les ODD, la fiscalité faisait partie. Parce que pour financer le développement des pays en développement, la fiscalité, elle a un grand rôle. Et si on n'arrive pas à collecter, on est fichu. Ça ne peut pas marcher. Non, ça ne peut pas marcher. Alors, ce qu'a fait l'Égypte, c'est qu'aujourd'hui, elle renforce son système fiscal. On ne parle pas de taux, tout ça. Bien sûr, le taux, ça affecte le modèle de développement, ça affecte les investissements, mais on parle vraiment de renforcer la solidarité un petit peu de... Pas seulement la capacité du gouvernement à collecter les taxes. Vous avez renforcé en fait la capacité de l'État et des fonctionnaires attachés à l'administration fiscale de collecter l'impôt. Exactement. Alors, l'assiette fiscale en Égypte a augmenté, ce qui aide un petit peu à combler le déficit. À la fois l'IS, à la fois l'IR. Pardon ? À la fois sur l'IS et à la fois sur l'IR. Ouais, vous avez amélioré les recettes. Ouais.
Alors, ça, tout d'abord. Bon, le taux, bien sûr, l'Égypte était toujours alentour de 21, 22, 20, ça a augmenté, ça a baissé. En fait, il faut il faut régler cette histoire de taux, parce qu'il ne faut pas freiner les investissements, tout d'abord. Est-ce qu'un taux de 20% sur le travail, sur la fiscalité sur le travail, est-ce que c'est très faible comme taux, faible. En tout cas par rapport à la région mais, et par rapport à l'Occident, Mais en fait, si vous regardez, si j'impose, par exemple, 30%, ça donne la personne ou la société, ça le pousse à essayer de ne pas payer, de trouver le moyen de ne pas payer, parce que ça lui coûte cher. Plus le taux est élevé, plus il va essayer de contourner le... Mais si on est à 15, 18 ou 20%, le coût d'essayer de ne pas payer pourrait être beaucoup plus cher. Alors c'est économique aussi. Mais en tout cas, vous comme nous, c'est l'impôt sur le revenu, c'est retenu à la source. Bien Donc sûr, le salarié, il est quoi? Le salarié, de toute façon, il est obligé. On ne demande pas s'il va payer ou pas, parce que l'État ponctionne à la source. En Égypte, c'était les fonctionnaires qui payaient les taxes avant. Parce que, donc, fluctuation de la monnaie, l'investissement public comme moteur de croissance. Est-ce que aussi, en préparant l'émission, est-ce que je vais dire, vous avez un salaire aussi médian, moyen, qui est autour de 2700-2800 dirhams, sur de 270-280 $, et un salaire minimum qui est autour de 85-90 $. C'est-à-dire que vous avez une main-d'œuvre qui est, j'ai envie de dire, compétitive. Parce que vous avez un coût du travail qui est relativement bas, en tout cas par rapport à nous. Avec la dévaluation, le coût du travail a beaucoup baissé en Égypte. Oui, on est sur des... Même s'il y a eu des augmentations des salaires, mais ça reste toujours très bas comparant à quelques années, à 2011, 2012, 2013. Puisque c'est en fonction du dollar. Si on fait le compte en fonction du dollar. Bien sûr, le coût de travail, quand c'est très bas, c'est un atout pour le pays parce que ça attire aussi les investissements. Les délocalisations, toujours, c'était en fonction... Pour booster les secteurs industriels, pour avoir de la main-d'œuvre, de travail minuté. Exactement. Mais le coût du travail n'est pas le seul facteur. Il faut essayer. Il faut aussi penser à avoir une main-d'œuvre bien formée. C'est le cas? Est-ce que vous avez un souci comme nous de formation professionnelle? Bien sûr, on essaye de... Main-d'œuvre qualifiée? Oui, on essaye toujours de former, de former la main-d'œuvre. Aussi, parce que c'est impossible d'importer, quand on a 100 millions de personnes en Égypte, d'importer la main-d'œuvre aussi d'Asie ou de je sais pas quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de véritable politique migratoire égyptienne pour main-d'œuvre économique en tout cas. Voilà, parce que effectivement, vous êtes 97 millions officiellement. 100 millions. 100 millions, on va dire 100 millions. Donc vous avez 100 millions de personnes. Enfin, dans ces 100 millions, il y en a, on va dire, un gros tiers qui constitue un petit peu la population active et qu'il faut faire travailler. Parce que, et donc, du coup, vous avez de la main-d'œuvre disponible. Vous avez un coût du travail, une fiscalité qui est compétitive, on peut dire compétitive. Donc il faut simplement, il faut former les gens. Non, mais c'est l'une des points aussi aujourd'hui, parce que nous, on avait, et je crois le Maroc est dans la même situation, c'est l'éducation. Et c'est l'un des domaines aussi que l'Égypte s'est attaqué dernièrement, la réforme de l'éducation, parce que si on n'a pas une population qui est bien éduquée, bien formée, les gens vont finir l'école sans trouver de travail puisqu'ils ne sont pas formés. Ils vont tomber sous la concurrence de la main-d'œuvre étrangère. Ce que l'Égypte a pris conscience depuis quelques années, mais en fait, on ne pouvait pas s'attaquer à tous les domaines en même temps. Alors, dernièrement, ils ont commencé à s'attaquer au domaine de l'éducation, la réforme de l'éducation, puisque... Qui se résume à quoi? Qu'est-ce qui a été fait grosso modo pour réformer changer tout le système, de trouver un système adapté. Oui. Parce que les choses, pendant 20 ans, se sont détériorées d'une façon, je peux dire, terrible. Oui. Et là, il fallait vraiment, tout d'abord, commencer par le professeur, l'éducateur. Former les enseignants. Former les enseignants eux-mêmes. Parce que c'est là vraiment qu'était la détérioration du niveau. Et bien sûr, si le professeur n'est pas à un bon niveau, les élèves sont... un effet domino ensuite. Exactement. Et c'est là on a commencé, tout d'abord on a commencé par
testé tous les systèmes éducatifs autour du monde. On a commencé une expérience de copier le système japonais. On a créé des écoles, à peu près 200 écoles qu'on appelle écoles japonaises qui travaillent avec ce système d'éducation. Qui est basé sur le système japonais. Ouais. Et on a envoyé les professeurs, les éducateurs au Japon. Au Japon pour apprendre. Et après, ils ont éduqué. Une nouvelle manière d'enseigner. Exactement. C'est un test. Peut-être qu'on va adopter ce système. Peut-être qu'on va adopter un autre système. Mais il y a une réforme de tout le système d'éducation en Égypte, puisqu'on voit c'est le point de début. Hein. C'est la priorité sur le système éducatif, avec l'ouverture aussi sur le numérique, sur le coding. Vous n'avez pas de problème de langue étrangère, vous, à l'école? L'anglais, parce que vous êtes un pays anglophone, vous avez... L'anglais à l'école et l'introduction des langues étrangères. Non, il y avait toujours... le collège, d'ailleurs, ce qui se fait en Asie, d'ailleurs. Il y avait toujours, aux écoles même publiques, il y avait les langues étrangères. Dès le primaire, anglais, dès le collège? Non, avant, c'était après la 6e. Après les premières années collège. Ouais. Mais aujourd'hui, non, c'est une 13e année d'éducation, c'est-à-dire ce qu'on appelle CE2. Ou oui, mais dès l'école. Aujourd'hui, c'est CE2. Comme au Japon, comme en Chine. Exactement. Puisque, les langues étrangères aujourd'hui sont essentielles pour travailler avec le monde extérieur, même si on veut travailler en Afrique, on doit parler soit français, soit anglais. Hein. On ne peut pas travailler là-bas juste avec l'arabe. D'accord. Mais quand vous voyez un petit peu au Maroc, parce qu'on a un petit débat là-dessus, au Maroc, en fait, il y a des formations politiques qui s'opposent en fait à l'introduction de la langue anglaise, par exemple, ou française, dès le primaire, ou surtout essentiellement d'ailleurs dès le collège, dans le système public, parce qu'ils considèrent que la langue employée dans les écoles doit refléter l'identité nationale. Vous, à l'Égypte, il n'y a pas de lien qui est fait avec l'identité égyptienne et l'introduction de langue étrangère à l'école? Non, pas du tout, parce que, l'Égypte n'a jamais eu ce problème toujours l'éducation en Égypte, depuis le début du XXe siècle, l'éducation a été faite en arabe. Mais il y avait l'éducation en arabe, l'école en arabe, mais à côté, il y avait l'apprentissage des langues. Après 1952, ça a baissé un petit peu, parce que avant 1952, vous aviez les élèves qui parlaient arabe parfaitement, mais parlaient soit anglais, soit français. Parfaitement aussi. Parfaitement bilingue, on peut dire parfaitement. Ouais. À partir de 1952, c'était plus l'arabe, les langues, c'était pas très bien. Panarabisme. L'apprentissage du français était aboli en Égypte pendant une vingtaine d'années. Pas la période, aussi la séquence coloniale. Entre 1956 jusqu'en 67-68, c'était aboli, le français complètement en Égypte. Aujourd'hui, non, on revient à cette logique, on apprend en arabe, mais il y a les langues qui sont très importantes et on ne peut pas vivre aujourd'hui sans langue étrangère. Là, vous avez des gens qui, soit anglais, soit français. Et il y a aujourd'hui le chinois dans les écoles aussi. En Égypte? Bien sûr, puisque c'est une langue qui monte aujourd'hui et on ne sait pas demain, peut-être le chinois sera la langue utilisée dans le monde des affaires. Hein. Et ça, c'est peut-être la Chine aussi qui va, même pas peut-être, certainement devenir la première puissance économique au monde. Et l'Égypte d'ailleurs aussi, où j'ai vu que le président Sisi d'ailleurs souhaite ouvrir une véritable coopération économique avec la Chine. Parce que l'Égypte aussi, les Chinois sont très importants. Je crois qu'il y a, d'ailleurs, tout à l'heure on parlait d'énergie renouvelable. Je crois qu'il y a tout un partenariat qui a été signé entre l'armée égyptienne et l'État et un partenaire chinois. Oui. Pour la production de panneaux solaires. Bien sûr, puisque la Chine, elle va devenir... Vous n'avez pas peur de la Chine? Elle sera la première économie mondiale dans quelques années. Mais pas seulement ça, parce que la Chine, c'est presque le premier investisseur mondial, surtout sur le niveau de notre continent. Bien sûr, on comprend qu'ils ont des intérêts, parce que c'est pas juste pour la coopération. Ils ont des intérêts. Mais il faut aussi, nous, en tant que pays, je veux dire l'Égypte, le Maroc, les pays africains, on doit tirer aussi nos intérêts avec les Chinois. Il faut
attirer les investissements. Les Chinois vont profiter. Nous, on va profiter en termes de projets, de technologie et tout ça. Donc c'est une espèce d'échange. Un espace d'échange. Il faut que ça soit un partenariat. En tout cas, l'Égypte n'a pas peur de la Chine parce qu'il y a des pays où il y a des analystes occidentaux qui disent voilà, attention, l'arrivée, le débarquement, l'arrivée massive et le déploiement de la Chine en Afrique est une véritable menace pour le continent. Voilà. Donc, vous non, sur le continent, oui. D'accord. En Égypte, non, mais sur le continent, oui. Oui, non, parce que non, mais j'ai dit, il faut pas seulement avec la Chine, avec tous les pays, avec les Français, avec les Anglais, avec les Américains, les Russes, les Chinois, tout le monde, hein, avec les Sud-Africains. Quand on crée un partenariat, il faut savoir bien qu'est-ce qu'on signe et qu'est-ce qu'on va... On s'engage à quoi, en fait? On s'engage à quoi? Notre profit et leur profit. Hein, parce que si un pays vient, il donne 2-3 milliards, après, il sort avec 50-60 milliards. Ça se passe en Afrique, bien sûr. J'ai travaillé en Afrique et je sais comment ça se passe. Ils optent pour les concessions déléguées de tout, hein, et autres, et puis ensuite, voilà. Ils construisent des musées et des stades de foot. Des stades de foot, des musées, une route, la route de l'aéroport. Et après, ils signent des contrats... Longue durée. On va finir avec le dernier volet du débat. Excellence, un petit peu sur la scène régionale, nationale. Vous avez évoqué au tout début du débat de la situation en Libye, parce que vous êtes concerné directement. Et déjà, on va commencer par la Libye, parce qu'on va aussi aborder le Yémen, on va essayer d'aborder aussi l'Iran, on va aussi essayer d'aborder l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, le Qatar, voir un petit peu quelle est la position du Caire et de l'Égypte aussi dans ce sens par rapport à la Libye. Est-ce que, vous êtes parfaitement aligné ou à Rabat sur le sens je soutiens à ce que lutte contre le terrorisme et soutiens à cette alternance en fait qui est en train de se mettre en place en Libye pour stabiliser le pays? Bon. Je crois que l'Égypte, essentiellement l'Égypte, hein, c'est le premier pays touché par la crise en Libye. C'est une question de sûreté nationale. Plus sûr. Que la Tunisie? Parce que quand on discute avec les Tunisiens, on est le pays le plus touché, le plus exposé à la crise en Libye. Non, peut-être... Parce que la Libye est entre les deux, en fait. Entre les deux. Peut-être pour les Tunisiens, parce qu'il y a le passage par la Tunisie, tout ça. Mais l'Égypte, nous, on a 1200 kilomètres de frontières communes avec la Libye. La crise en Libye, pas de pouvoir central. Tous les groupes terroristes qui errent en Libye, qui ne sont pas contrôlés. Le passage d'armes. On a eu un problème dans les années 2013, 14, 15, le passage d'armes de la Libye vers l'Égypte. Parce que contrôler 1200 km de frontières, c'est quasiment impossible. C'est très difficile dans le Sahara, dans un pays qui n'est pas contrôlé. C'est très difficile. Alors on est directement concernés. La Tunisie, bien sûr, ils sont directement concernés, mais on est plus touchés et plus concernés. Les liens entre les groupes terroristes en Libye et en Égypte, dans le Sinaï, les armes venaient d'ici, les hommes venaient d'ici, de la Libye, passés par la Libye. Alors, je dis c'est une question de sûreté nationale. L'Égypte, la position qu'il faut avoir, une autorité centrale forte qui pourrait contrôler. Est-ce que c'est possible ça? Parce qu'on voit qu'on a depuis quelques années... On essaye, je sais, c'est difficile, mais nous, l'Égypte soutient la création d'une armée nationale. J'ai vu que vous avez ce soutien affiché du Caire à l'armée nationale libyenne. Libyenne, bien sûr. Puisque c'est le seul moyen de contrôler un pays comme la Libye. Hein. Vous parlez de plus que de... Par l'armée. Par l'armée. Il faut une armée forte d'abord pour contrôler ce pays, parce que la Libye, c'est un pays un peu spécial. Hein. Les gens vivent sur la côte méditerranéenne. Vous avez presque 2 millions de kilomètres qui sont vides. Alors, il faut contrôler cet espace. Alors, nous, notre position initiale, c'est de trouver, de créer une autorité forte qui peut contrôler le pays. Il faut qui peut contrôler les groupes terroristes. Le problème de la Libye, qu'il y a deux logiques là-bas. Il y a la logique tribale, puisque
c'est des tribus, et en même temps, il y a la logique islamiste. Alors, on a deux logiques qui sont mêlées. Donc, ce qui complexifie la chose. Oui, qui rend très complexe la situation. Bon, on soutient bien sûr les efforts des Nations Unies, tous les efforts des autres Le Maroc aussi entités. s'est engagé aussi en la matière pour essayer de trouver une solution. Oui, on soutient tous les efforts pour trouver une solution à la situation en Libye. Le problème de la Libye, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui se mêlent, et chacun a ses intérêts. Et comme je dis, nous, c'est les plus touchés. Quand les pays, c'est quoi? C'est la France, l'Italie, qui a les intérêts économiques? La France, l'Italie, la Turquie, beaucoup de pays, je veux dire. Et là, on voit qu'il faut concerter tous ces efforts. Et il faut trouver un terrain d'entente entre eux. On passe au Yémen? S'il vous plaît. Le Yémen. Alors, le Yémen, alors l'Égypte, le Caire, n'a jamais été engagé dans cette guerre au Yémen. Militairement, non. Depuis le début. Militairement. Jamais. Non. Depuis le début. C'est pour ça que ça n'a pas fait d'ailleurs peut-être plaisir à l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, vous n'avez pas suivi. On fait partie de la coalition. Oui. Notre rôle essentiel, c'est de garder la mer Rouge pour le passage des armes et tout ça. Mais sur le terrain, non. On a une très mauvaise expérience au Yémen dans les années 60. Le problème du Yémen, c'est qu'il y a des forces, surtout le soutien des Iraniens aux Houthis et toute cette histoire. Le Yémen, c'est un pays essentiel puisque c'est un pays qui fait partie de la mer Rouge, qui est une partie très stratégique pour l'Égypte et pour les autres pays, mais pour l'Égypte aussi. C'est l'entrée du golfe du Yémen. Oui, stratégique par rapport au pétrole, par rapport au passage de... au passage, pour le transit, quoi. Le transit, non, même militairement pour l'Égypte, parce que l'Égypte a toute cette façade sur la mer Rouge aussi. Alors, on n'a jamais été engagé militairement vraiment au Yémen, mais on soutient le gouvernement qui a été renversé. Qui a été renversé, un soutien absolu du Caire. Bien sûr, bien sûr. Et par rapport à l'Iran, est-ce que le Caire... parce que les relations diplomatiques n'ont pas été rétablies, me semble-t-il, entre l'Iran... Non, jamais. Jamais? Elles ne le seront jamais, ce que vous dites? Non, ils n'ont jamais été rétablis depuis 1978. Voilà, donc elles ne sont toujours pas rétablies, mais elles pourraient l'être un jour. Bon. Vous savez, les relations ont été interrompues en 1978. L'Iran, c'est un grand pays de la région, un pays qui a un rôle... puissance économique, aussi, militaire, pétrolière, politique, même religieuse, parce que cette vague de sunnites chiites qui est sortie dans les années 80-90, qu'on n'a jamais connue avant. Le soutien des Iraniens à toutes les forces chiites en Irak, au Liban, en Syrie. On va parler de la Syrie aussi. La création de Vous êtes un peu. Est-ce que si je dis que le Caire est un peu sur la même ligne que Téhéran vis-à-vis à l'égard de la Syrie? Non, c'est pas sur la même ligne. Voilà. On parle pas de la même ligne. Oui, mais je sais pas parce que vous soutenez par exemple le régime de Bachar el-Assad aujourd'hui par rapport à la Syrie. Soutenir, non. Non, je vais vous dire. Oui. On finit l'Iran. Alors, l'Iran, c'est un pays très important, mais ce pays doit avoir des limites. Je veux dire, il faut trouver un terrain d'entente. Limite à quel niveau? Je veux dire, tous les efforts qu'ils font pour contrôler les pays arabes, en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, tous les troubles qu'il crée aux Émirats. En fait, ce qui vous dérange, c'est l'expansionnisme. Exactement, exactement. Et on a eu, bien sûr, depuis 78, disons, depuis les années 80, on a eu beaucoup de négociations avec les Iraniens pour établir les relations politiques. Ça n'a jamais marché parce que les Iraniens ne veulent pas s'engager à limiter leurs efforts dans la région, de pouvoir d'influence, de créer pas seulement l'influence, de créer des troubles partout. Et pour nous, l'Égypte, la stabilité de la Syrie, la stabilité de l'Iran, la stabilité de l'Irak, la stabilité au Yémen, Bahreïn, Émirats est très important.
Et les Iraniens, ils ne veulent pas. Hein. À chaque fois qu'on était très proche de rétablir les... Ben, là où il y a les populations chiites, il y a les Iraniens. Bien sûr. Parce que tous les pays que vous avez cités... Et même en des... Égypte, ils ont essayé de créer des problèmes. Parce qu'il y a aussi des Égyptiens qui sont de... Il n'y a pas de chiites, mais ils essayent de reconvertir. De reconvertir. D'accord. En Afrique, leur façon de reconvertir les gens. Je veux dire, beaucoup, parce que bon, les choses ne sont pas seulement les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Iran, mais c'est tout le sphère qui contient l'Égypte, l'Iran, les pays arabes. Tout ce qui est autour, en fait. Là. Tout ce qu'ils font en Afrique, hein, tout ce qu'ils font au Soudan. Tout ça. Alors, et ce qu'ils ont fait en Syrie? Ou ce qu'ils font en Syrie? En Syrie, c'est une autre histoire. Hein. Ouais. Depuis longtemps. Quelle est la ligne du Caire et de l'Égypte vis-à-vis de la Syrie et vis-à-vis aujourd'hui du retour, j'ai envie de dire, du renforcement en tout cas du régime de Bachar el-Assad en Syrie? La vision de l'Égypte, ce n'est pas un soutien à Bachar el-Assad, mais c'est un soutien à la nation et à la Syrie elle-même. Au peuple? À la Syrie, en tant que pays, en tant que nation. Parce que si on avait continué dans la voie qui a été adoptée entre 2011 jusqu'en 2015, 16, 17, le résultat, c'était la division de la Syrie. Vous savez, la Syrie pour l'Égypte... Il était question, effectivement, à un moment, peut-être de diviser le pays pour retrouver la paix. Les sunnites, les chiites, en 4-5 pays. La Syrie pour l'Égypte, c'est très... comme j'ai dit pour la Libye, la Syrie, c'est un peu plus encore. Même si ce n'est pas un pays voisin, les frontières ne sont pas communes. Mais l'axe, le Caire... Damas, est très important pour toute la nation arabe. La Syrie, on a eu toujours des relations très privilégiées. On a eu même une fusion à un certain moment pendant 3 ans. Toujours pour nous, la Syrie, c'est le front contre toute attaque contre le monde arabe. C'est une espèce de mur, Exactement. De muraille quelque part. Et c'est l'axe qui protège les 2 pays. Alors nous, on cherche à préserver la Syrie en tant qu'un pays. Un État unique, indivisible. Indivisible, de trouver le moyen entre les Syriens de vivre ensemble. C'est la position du Caire. Exactement. Alors, ce n'est pas la même vision de l'Iran. La vision de l'Iran, c'est de maintenir un régime chiite, contrôler le pays sous l'égide de l'Iran. L'Égypte n'a jamais cherché à contrôler la Syrie ou n'importe quel autre pays, mais à préserver l'unité du pays. On va parler bien sûr de la question palestinienne. Bien sûr. On en est où aujourd'hui sur la question palestinienne? Sur les toujours ça n'avance pas. Bon, la question palestinienne, oui, allez-y. Oui, non, mais c'est juste parce que l'Égypte, c'est une pièce maîtresse dans l'échiquier politique du Moyen-Orient et les Palestiniens sont juste à côté. Nous, on est très sensibles, vous savez, du côté du Maroc aussi, à ce sujet. Ça converge aussi. Le souverain préside le comité Al-Quds, la ville sainte. Il y a aussi les pressions et la décision politique de Donald Trump d'installer, de déplacer l'ambassade américaine. À Jérusalem. Donc voilà un petit peu quelle est aujourd'hui, que fait l'Égypte, quelle est la vision, quel regard porte l'Égypte sur ce conflit qui ne cesse de durer? Bon, bien sûr, la question de la Palestine, c'est la question centrale pour l'Égypte, pour le monde arabe depuis les années 40. En fait, c'est une question très compliquée, qui a toujours été très compliquée. Avec le temps, ça se complique de plus en plus. Aujourd'hui, avec cette division entre l'autorité palestinienne et Hamas contrôle Gaza qui est à la frontière de l'Égypte et l'autorité palestinienne. L'Égypte essaye toujours de trouver un terrain d'entente, d'unir les deux factions, disons. L'autorité et le Hamas et le Fatah. Exactement. Le Hamas et l'autorité. Le problème vient toujours de Hamas parce que dès qu'on est presque... Parfois, ils ont signé même des accords. Et ça n'a jamais Ils font marche arrière ensuite. Oui, bien sûr. Et là, il y a le rôle de l'Iran aussi. Parce que l'Iran, pour des années, ont soutenu le Hamas
pour renverser l'autorité palestinienne. Et pour embêter Même les... si c'est pas... Et pour mettre la pression sur l'État hébreu, non? En même temps. Parce qu'il y a eu... Je ne suis pas sûr. Sur l'État hébreu, je ne suis pas sûr. Hein. D'accord. Mettre la pression sur l'Égypte, sur l'autorité, sur la Jordanie et les autres pays. Alors, notre rôle essentiel aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre les deux parties ensemble, de faire le musalha, comment on appelle ça? Une médiation. Oui. On travaille toujours sur ça. Ça, c'est sur la partie palestinienne. Pour l'avenir, Trump, tout ça... Déplacement de l'ambassade. Bien sûr, l'Égypte a toujours refusé cette histoire de déplacer l'ambassade. Oui, mais même la Ligue arabe, parce que la Ligue arabe, l'Égypte fait partie de la Ligue arabe, bien sûr, aussi, mais, bien sûr. Oui, mais ça n'a pas pesé, puisque Donald Trump a... ça y est, le déménagement... C'est pas seulement Trump. Trump, c'était la décision de déménager, mais la décision, elle est prise depuis, je crois, Reagan, non, c'était qui? Ça fait longtemps. Hein. Bien sûr, il a profité de la période de faiblesse du monde arabe, hein, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes entre les pays arabes, entre eux-mêmes. Donc ça laisse un boulevard pour Donald Trump. Oui, bien sûr, ça laissait... bon, la route était ouverte. Et les relations entre l'Égypte, le Caire et Israël? Bon, je ne vais pas vous demander de commenter non, je ne vais pas commenter. Du président Sisi là, sur une chaîne américaine qui dit voilà une véritable coopération entre l'Égypte et Israël. Vous savez... Ah, ça vous fait sourire? Non, je vous dis, bon, oui. L'Égypte a signé les accords de paix avec Israël en 1978. Depuis 1979, on a établi des relations diplomatiques. Et depuis, on n'a jamais cédé notre rôle hein, d'aider les Palestiniens, d'aider les pays arabes à trouver leur indépendance, pas leur indépendance, mais de reprendre leurs terres qui ont été prises par Israël. On parle de la Cisjordanie, on parle de différents territoires occupés. Les territoires Gaza, tout ça. On a toujours joué notre rôle en maintenant nos relations diplomatiques avec Israël. Bien sûr, il y a eu des périodes de tension avec les Israéliens, des périodes d'accalmie. Coopération pour faire face au terrorisme, oui, bien sûr. Si on en a besoin, on va le faire. Est-ce que par exemple, il y y aurait des militaires, par exemple, égyptiens qui seraient formés par l'armée? Non, jamais. Non, jamais. Pas ça. Sur le renseignement, non. Non, bon. Parce qu'ils le font dans des pays arabes, dans l'armée israélienne, dans certains pays, intervient pour former l'armée. Pas avec l'Égypte, sûrement. Hein. D'accord. Avec l'Égypte, sûrement. Non, ce que je dis, si vous avez des terroristes qui passent d'Israël en Égypte pour faire des actes terroristes, sûrement vous avez... Si vous avez des renseignements israéliens qui disent tant et tant vont faire un acte terroriste en Sinaï, vous allez prendre l'information, vous allez l'utiliser, vous allez demander... Surtout si c'est au Sinaï en plus, parce que c'est stratégique. Donc, exactement. D'accord, il y a donc échange de données. Bien sûr, il y a un échange d'informations, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas une coopération comme les gens essayent de... Optimiste ou pessimiste, vous, sur comment sortir de ce blocage et de ce processus-là, de trouver un processus pour sortir de ce blocage en fait, du conflit israélo-palestinien? Est-ce qu'on est reparti pour un demi-siècle, selon vous? Bon. Tant que les pays arabes seront faibles et divisés, on ne pourra pas trouver une solution. Moi, je crois, pour trouver une solution durable et juste, il faut que les pays arabes soient unis, soient forts, pour pouvoir discuter. Parce que, bon, les négociations entre un pays faible et un pays fort, c'est le pays fort qui gagne, bien sûr, parce qu'il impose. Alors, donc, tant qu'il n'y aura pas d'unité arabe forte, il n'y aura pas de solution. Avec peut-être une armée commune, avoir des pays forts économiquement aussi. C'est comme ça qu'on pèse aussi sur politiquement, dans le rapport de force. Économiquement, politiquement, militairement. Les trois. Je parle économiquement, politiquement. Je mets dans l'ordre comme ça. Économiquement, politiquement et militairement. Là, on peut
négocier tête à tête. Mais aujourd'hui, c'est déséquilibré. la partie forte, elle impose ce qu'elle veut. Rapport dévié. On finit avec l'Union africaine? Oui. Parce que l'Égypte 2019, c'est vous qui allez assurer la présidence. Le Maroc, d'ailleurs, Nasser Bourita, vous l'avez fait référence à son déplacement. Il a été reçu au Caire par le chef de la diplomatie égyptien et puis également par le secrétaire général de la Ligue arabe. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que l'Égypte a, une fois qu'il sera président et qu'il assurera la présidence, a une vision un peu par rapport à ce continent qui est le continent le plus pauvre, le moins développé et où il y a où la pression démographique est la plus forte, donc, avec les défis que ça génère. Voilà, comment vision un peu de l'Afrique? Et est-ce que là, il y a un axe aussi, Rabat-Le Caire aussi, un attelage, un duo, un binôme? L'Égypte prend la présidence de l'Union africaine à vraiment un moment qui n'est pas facile. Parce que il y a eu le début de la réforme de l'Union africaine et l'Égypte trouve qu'il faut réformer l'Union, sa façon de travailler, mais en préservant les intérêts de tous les pays africains et sans toucher les intérêts des grands pays. Les grands pays, c'est l'Égypte, c'est le Maroc, c'est l'Algérie, c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud. Ça, c'est tout d'abord. On a une vision pour l'Union africaine. Oui, bien sûr, on a une vision pour l'Union africaine. Mais pour l'Afrique, pour le continent? Pour le continent, non. Quand je parle de l'Union africaine, je parle du continent, en fait, des 54 pays. Alors, essentiellement, une vision pour le développement économique du continent. Bon, c'est un continent, aujourd'hui, comme vous avez dit, la pression démographique, elle est forte. Hein, ouais. Mais aussi, elle peut être un atout pour le continent. Mais il faut former ces gens. Quand on parle de l'agenda 2063, l'agenda africaine, quand on parle des ODD et l'agenda 2030, il faut, nous on voit qu'il faut coopérer, les pays africains entre eux, ils doivent coopérer, ils doivent mettre des plans pour développer le continent, mais des plans réels, hein, réalistes et réels. Pas du marketing. Pas de marketing. Hein. Il faut trouver le financement, hein, parce que le développement a besoin de beaucoup de financement. Le continent a beaucoup de moyens, de toutes les richesses qui dans le continent sont utilisées par les autres. Hein. Moi, j'ai travaillé, par exemple, au Congo. C'est l'un des pays les plus riches du monde, mais les gens sont pauvres, hein, et le pays est pauvre. Alors, il faut vraiment trouver le moyen comment exploiter notre force africaine. Et capitaliser sur les atouts du continent. Exactement. Mais en même temps, parce que la présidence de l'Égypte, en 2019, donc de l'Union africaine, va coïncider aussi avec une année électorale extrêmement importante sur le continent. Je crois savoir qu'il y a à peu près 12 élections présidentielles qui vont se dérouler en 2019. Donc, est-ce que là, ça complique les choses ou pas? Non? Non, je ne crois pas, parce que la plupart des élections sur le continent se passent, même quand on a peur, ça se passe d'une façon... Comme au Congo, là, tout récemment? Comme au Congo. Bien sûr, il y a des petits problèmes. Toujours, on a peur, mais les choses se passent facilement, calmement. Les Africains ne sont pas vraiment des gens qui sont... C'est pas des rebelles, c'est pas des révoltés, c'est pas des rebelles. Ils ont peur parce que aussi ils sont toujours dans une situation difficile économiquement. Ils vivent au jour le jour. Alors oui, il faut trouver le moyen pour développer le continent, mais aussi l'éducation, la coopération internationale, la coopération avec l'Europe. Les questions énergétiques aussi. Les questions énergétiques. Il y a beaucoup de choses à discuter. Je crois que l'Égypte a mis, je crois pas, je suis sûr, a mis un plan pour sa présidence, pour mettre le continent sur le chemin. En tout cas, ça sera la présidence de l'Égypte, de l'Union africaine, mais c'est aussi l'Égypte qui va accueillir la prochaine CAN au mois de juillet prochain. C'est d'être le Cameroun, et c'est l'Égypte qui a hérité, entre guillemets, de l'organisation. Donc ça va être la fête du football africain en Égypte.
Vous êtes footeux, vous aimez le sport? Ouais, bien sûr. Donc, fier aussi que l'Égypte, est-ce que l'Égypte était prête à accueillir cette... Je sais que c'est un pays de football, hein. Ouais. Non, bon, bien sûr, je suis très, très heureux, très content que l'Égypte accueille la CAN 2019. L'Égypte est prête, oui, bien sûr, l'Égypte est prête. L'Égypte est toujours prête. D'accord. Mais est-ce que ça tombe bien parce que ça coïncide aussi avec la présidence de l'Union africaine? Oui, bien sûr. Voilà. On a tous agenda sportif, agenda sportif, politique, économique. Prête, oui, prête, puisqu'on a les stades. C'est pour ça que l'Égypte a été choisie. Bien sûr, nous, on a dit on va soutenir le Maroc pour sa candidature pour accueillir la CAN, mais le Maroc a décidé de ne pas l'organiser. De l'organiser peut-être. Alors c'est l'Égypte qui s'est présenté. D'ailleurs, je veux remercier le Maroc pour son soutien pour le dossier de la CAN 2019. Et je suis heureux d'accueillir les Marocains pour soutenir leur équipe. Vous savez que notre objectif à nous, c'est d'aller gagner la CAN. Ok, hein? Pourquoi pas? Ben, je veux dire, l'objectif sportif, c'est ça. Si on joue la finale et après que le meilleur gagne. Ça serait une belle finale Maroc-Égypte pour la CAN. Ça serait une belle finale. C'est toujours. On a toujours eu des matchs très difficiles. Pendant très longtemps, l'Égypte a été la bête noire du Maroc. Pendant très longtemps. Pour nous, toujours quand on a un match avec le Maroc, on considère que c'est un match très difficile. On gagne le Maroc très peu. Mais quand on joue en Égypte, on gagne. En tout cas, il y a un joueur qui est la star égyptienne de Salah. Mohamed Salah, qui est particulièrement apprécié, voire adulé au Maroc, entre autres aussi. Donc voilà, c'est un joueur exceptionnel. Il est un porte-étendard de l'Égypte. Mohamed Salah, oui, c'est comme on dit, c'est pas seulement un Égyptien, c'est un Arabe. Finalement, c'est la star de tous les pays arabes. Mais le Maroc a eu des stars. Oui, complètement. Oui, mais bon, en fait, en tout cas, ce joueur-là qui a été élu d'ailleurs le meilleur joueur africain. Le meilleur joueur africain 2 ans de suite. Même si, voilà, donc c'est effectivement, on a toujours plaisir à le voir jouer et à le voir marquer des buts avec une équipe qui est celle de Liverpool. Ouais. Et avec l'Égypte aussi. Qui a un système de jeu collectif, d'ailleurs, qui est assez exemplaire. Ouais. Liverpool. Merci en tout cas, Achraf Ibrahim. Merci pour vous. D'avoir participé à ce premier grand format diplomatique de l'Info en face. Je rappelle que vous êtes ambassadeur d'Égypte au Maroc en poste depuis 1 an et vous êtes fixé, et vous l'avez dit sur cette antenne, l'objectif d'hisser le volume d'échanges commerciaux entre le Maroc et l'Égypte à hauteur de 3 milliards de dollars d'ici 2 ans. J'espère bien. On va travailler sur ça. Et on vous suivra là-dessus. On travaille là-dessus. Merci en tout cas à vous. Merci pour vous. Et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.